à tous. Donc mes recherches s'inscrivent effectivement dans le champ des sciences cognitives, qui sont un champ qui réunit un ensemble de disciplines qui cherchent à comprendre le fonctionnement de la pensée, du cerveau. Et on peut s'intéresser à différentes fonctions cognitives, le raisonnement, l'apprentissage, la conscience, le langage. Dans le cadre de mes recherches, je cherche à élaborer des modèles mathématiques de mécanismes d'apprentissage dans notre cerveau. Et on fait ça dans un cadre interdisciplinaire où on fait interagir neurosciences, psychologie d'un côté, mais aussi intelligence artificielle et robotique. Et alors, dans ce cadre-là, l'intelligence artificielle peut nous donner des outils clés pour mieux caractériser les mécanismes d'apprentissage dans le cerveau. Je vais vous donner un exemple. En fait, dans les années 80, des chercheurs en intelligence artificielle se sont rendus compte que si on veut permettre à un robot d'apprendre sur la base des conséquences de ses actions, il peut être utile d'avoir des mécanismes qui vont sans arrêt essayer de prédire la conséquence de l'action et ensuite apprendre sur la base d'erreurs de prédiction. Donc le robot, par exemple, est en train de manipuler un objet et puis apprendre que une balle, quand je la pousse, elle va rouler, ou un objet, si je le pousse, il peut tomber de la table. Le robot peut répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit parfaitement capable de prédire. Puis à ce moment-là, il peut utiliser des signaux qui lui disent maintenant, tu es capable de prédire la situation, passe à autre chose. Et vous voyez tout de suite dans cette histoire, qui pour l'instant c'est un cadre de robotique, on voit déjà des choses qui peuvent nous parler en termes de comment un bébé apprend à interagir avec son environnement, se focalise sur des choses, fait des gestes, répète, et puis ensuite, au bout d'un moment, passe à autre chose. Et en fait, à partir des années 90, un certain nombre de chercheurs se sont rendus compte que les mécanismes de prédiction et d'apprentissage sur la base d'erreurs de prédiction semblent un mécanisme clé présent dans différents réseaux du cerveau. Et donc, une partie de mes travaux cherche à caractériser ces mécanismes et à essayer de faire des modèles pour guider l'expérimentation. Et ensuite, en retour, on essaye de voir dans quelle mesure ce qu'on a appris du fonctionnement des mécanismes d'apprentissage dans le cerveau peut nous aider à permettre à des robots d'interagir et d'apprendre dans leur interaction avec les humains. Et là, je vous donne un exemple dans un projet européen où on cherche à faire interagir des petits robots humanoïdes avec des enfants avec autisme. Alors l'autisme, c'est quelque chose, c'est un spectre, il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent se passer, mais dans ce qu'on essaye de faire, nous, le but, c'est que le robot assiste l'enfant dans un jeu éducatif et puis s'adapte à chaque enfant qui est en face de lui. Donc, par exemple, certains enfants aiment bien que le robot les regarde dans les yeux, d'autres non. Certains enfants aiment bien que le robot soit très expressif, d'autres pas du tout. Donc, c'est intéressant d'avoir des robots qui puissent s'adapter. Donc là, je vous donne deux exemples de travaux qu'on fait vraiment à l'intersection entre ces différentes disciplines. Et pour moi, aujourd'hui, la question d'un débat sur l'intelligence artificielle me donne envie ensuite de poser un questionnement éthique sur les utilisations qu'on peut faire des intelligences artificielles dans la société, et en particulier à partir des choses que nous, on étudie. Et ce qu'on étudie en particulier, beaucoup dans cette étude du cerveau, c'est comment notre cerveau, dans cette coordination de différents mécanismes d'apprentissage, en fait, peut alterner nos prises de décision pour l'action entre différents modes. Alors on sait qu'on peut alterner entre des modes qu'on va dire déclaratifs, où on peut prendre des décisions sur la base d'une estimation des conséquences à long terme de nos actions. On essaye d'être rationnel. Donc, est-ce que je vais me lancer dans une thèse pendant 3 ans? Est-ce que je vais aller travailler en entreprise? Est-ce que je vais voter pour tel candidat et qu'est-ce que ça peut apporter pour la société? On fait un certain nombre de décisions de ce type-là, mais on a aussi tout un réseau dans le cerveau qui nous permet d'automatiser nos décisions. Et alors on parle de système procédural, et en l'occurrence, il semble que le cerveau soit capable de détecter dans des situations qui nous sont familières, où les choses se passent à peu près toujours de la même façon. Donc là, on repense à ce robot qui a plein de fois déplacé l'objet, et il n'y a plus d'erreur de prédiction. Et le cerveau semble donner la main à nos automatismes, à nos routines. Et donc il y a beaucoup de décisions qu'on prend sans utiliser la rationalité, sans essayer de l'utiliser, sans se poser des questions sur les conséquences de l'action. Alors, je vous donne un exemple. La première fois que vous vous déplacez dans une ville que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous faites? Généralement, on regarde une carte, donc qu'il y ait une représentation, un modèle allocentrique de l'environnement, et on voit où on veut aller, et ensuite on se déplace dans la ville, et puis tout à coup on voit tel monument est là, mince, alors je suis pas à l'endroit auquel je pensais, donc on ferme les yeux, oui, j'aurais dû tourner à gauche, donc là si je tourne à droite, je vais faire ça. Et donc là on est réellement en train de délibérer et de planifier son comportement. Mais quand vous faites le même trajet tous les jours pour aller de chez vous à votre lieu de travail ou à l'université, vous ne faites plus du tout ça. Vous êtes dans un mode complètement automatique, mal réveillé le matin, vous marchez, vous rêvassez encore un peu, et votre corps se tourne aux bons endroits. Vous discutez avec quelqu'un et votre corps continue de vous guider. Alors ça peut avoir des conséquences négatives. Des fois, vous avez un rendez-vous pour un entretien, un endroit qui vous oblige à prendre une ligne de métro habituelle, vous mettez à rêvasser, vous vous retrouvez face à chez vous.
Je sais pas, peut-être que je suis le seul à qui ça arrive, mais donc il peut y avoir des conséquences négatives, mais globalement, on pense que d'un point de vue évolutif, c'est très utile, justement pour que tout ce qui peut être automatisé puisse nous permettre de relâcher une partie du cortex, d'économiser de l'énergie, aussi de relâcher les niveaux de stress, c'est-à-dire qu'il y a des environnements où on n'est pas obligé de se poser la question des prédateurs, des dangers, on est chez soi et on peut se dédier à autre chose. Maintenant, ayant ces connaissances-là et sachant qu'on peut alterner entre ces deux modes, dans une dimension enseignement, j'essaye de contribuer avec mes collègues Frédéric Descrains et Emmanuel Guigon à initier la démarche scientifique, à essayer de développer l'esprit critique. Et je pense que si on veut une société démocratique qui fonctionne bien, où les gens se posent des questions, prennent le temps de réfléchir aux conséquences des actions, eh ben, il faut connaître les limites de son propre cerveau. Quand est-ce qu'on a des automatismes et qu'on est sujet ou influencé par nos préjugés, par l'émotion, les contextes, et à connaître un certain nombre de méthodes, d'outils pour développer cet esprit critique. Et je pense que l'intelligence artificielle, alors en général, là je dis de façon très vague, mais peut nous aider, peut contribuer à ça, par exemple en décryptant des phénomènes sur la société ou sur l'homme lui-même, pour nous informer, être transparent, voilà comment on est, voilà les tendances qu'on a, et voilà comment est la société, ou ce qu'on en comprend, pour nous aider à prendre des meilleures décisions. Ça peut être une bonne utilisation, mais quelque part, il me semble qu'il y a en ce moment tout un développement de l'intelligence artificielle et de son application dans la société, avec des visées un peu plus court-termistes, un peu plus de soucis de profit, où le plus simple, ça semble de faire du marketing et d'essayer d'influencer les gens, et d'après ce que nous on en comprend, surtout en jouant sur ces automatismes, sur les émotions, sur le contexte. Et là je pense qu'il y a des questions éthiques importantes que voilà, j'aimerais soulever, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Je vous remercie.